Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez probablement à améliorer vos photos animalières directement sur le terrain. Et franchement, vous avez bien fait parce que dans cette vidéo, je vais vous partager une série de réglages essentiels à connaître, à ajuster et surtout à maîtriser pour ne rien rater des moments clés que vous vivez en pleine nature. Et vous verrez qu'un simple bouton à l'arrière du boîtier peut changer entièrement votre façon de photographier. Je m'appelle Marc Scheffel, vous êtes sur la chaîne Lunaire. Ici, je vous partage mes affûts, mes rencontres ainsi que des conseils pour progresser en photo et vidéo animalière. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir davantage. On est d'accord, en photo animalière, chaque instant compte. Le moindre mouvement peut transformer une image banale en une photo marquante. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, la rafale, c'est vraiment votre meilleur allié. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser la rafale la plus rapide possible, 10, 15, 20, 30, voire 50 images par seconde selon votre boîtier. Effectivement, utiliser la rafale maximale, ça va avoir plusieurs avantages. Premièrement, ça va vous permettre de maximiser vos chances de capturer le moment parfait, surtout sur des sujets en mouvement comme des oiseaux. Et en post-prod, vous aurez ensuite l'embarras du choix avec souvent une ou deux photos maximum qui sortent vraiment du lot dans la série. Ensuite, en basse lumière, quand vous utilisez une vitesse d'obturation plus lente pour éviter de trop monter en ISO, la rafale va vous donner aussi plus de chances de revenir avec au moins une photo nette. Par contre, pour des sujets statiques comme certains mammifères, une rafale trop élevée va devenir rapidement contre-productive. Vous risquerez de vous retrouver avec des centaines de photos quasiment identiques et je vous assure que ça complique réellement le tri sans rien apporter de plus. Vous allez juste faire des allers-retours entre deux photos similaires en vous demandant laquelle est vraiment plus nette que l'autre et je vous garantis que ça peut vite devenir compliqué. Sur certains boîtiers récents, on peut monter jusqu'à 50 voire 120 images par seconde, donc je vous raconte même pas le nombre de photos à trier. Personnellement, je reste quand même la plupart du temps avec la rafale maximale pour pouvoir réagir face à n'importe quelle situation, un oiseau qui prend son envol ou tout simplement un comportement imprévisible de l'animal, et je la baisse que quand je suis certain que le sujet bougera très peu, et aussi je prends des rafales par à-coup et je reste pas appuyé sur le déclencheur pendant plusieurs secondes d'affilée. En gros, je dose mes rafales, j'appuie pendant une fraction de seconde, je relâche et je recommence si nécessaire. Quand on shoot en manuel mais avec les ISO en automatique, ce que je recommande d'ailleurs de faire sur le terrain, on perd en grande partie le contrôle de l'exposition. En fait, c'est le boîtier qui va décider de l'exposition finale en jouant uniquement sur les ISO. Et parfois, son jugement, il est pas terrible, surtout dans les situations avec du contre-jour ou un ciel très clair. Le boîtier a tendance à sous-exposer pour préserver les hautes lumières. Résultat, votre sujet principal est trop sombre, voire complètement bouché. Pour corriger ça, il faut utiliser ce qu'on appelle la compensation d'exposition. C'est ce petit réglage qui permet de dire à votre boîtier « Ok, tu gères les ISO tout seul, mais je veux que tu exposes un peu plus clair que ce que tu penses, ou au contraire, un peu plus sombre. » Par exemple, si je photographie un oiseau posé sur une branche avec le ciel en fond, je vais souvent surexposer d'un ou deux crans pour que l'oiseau ne soit pas trop sombre. Sur mon boîtier, j'ai une molette qui est assignée uniquement à la compensation d'exposition et ça me permet de réagir très vite si nécessaire. Mais en général, sur les boîtiers, vous avez un bouton avec ce petit symbole plus ou moins, c'est le réglage de la compensation d'exposition. Et vous pouvez vérifier où en est votre compensation d'exposition directement sur votre écran. C'est cette petite échelle qui va de -3 à +3. Si vous voyez une valeur positive, c'est que vous êtes en train de surexposer volontairement. Et au contraire, si elle est négative, c'est que vous sous-exposez. Mais d'ailleurs, c'est quoi ces petites valeurs sur cette échelle ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des stops. Un stop, c'est une unité de mesure de lumière. À chaque stop, on double ou on divise par 2 la quantité de lumière reçue par le capteur. Et quand vous voyez plus 0,3 ou plus 0,7, en fait, ce sont des tiers de stop. Donc, plus 0,7, c'est un peu moins qu'un stop complet. La plupart des boîtiers vous permettent de régler ça par tiers de stop, ce qui permet évidemment de doser un peu plus précisément. Par contre, pensez bien à remettre la compensation à 0 quand la lumière change ou que vous changez de sujet, sinon vous risquez d'avoir une série entière mal exposée sans vous en rendre compte. Et tant qu'on parle d'exposition, il y a un truc qui est souvent négligé, c'est le mode de mesure de lumière, ou aussi appelé metering. C'est ce que l'appareil utilise pour analyser la scène et décider comment exposer correctement. Il regarde où se trouve la lumière, les zones sombres et ce qu'il considère comme important dans l'image en fonction du mode choisi. Par
Par défaut, c'est souvent réglé sur multizone ou évaluative et c'est très bien dans la plupart des cas, mais si vous êtes en contre-jour ou que votre sujet est très petit dans l'image, ça peut être intéressant de passer en mode spot ou centré. Là, l'appareil va se baser uniquement sur une zone précise de l'image pour calculer l'exposition, souvent le centre ou bien là où vous faites la mise au point. Mais honnêtement, vous prenez pas trop la tête avec ça, hein. Restez en multizone, ça sera très bien dans 95% des cas. Encore une petite chose, quand vous êtes en ISO auto, pensez bien à appuyer à mi-course sur le déclencheur pour voir la valeur ISO réelle s'afficher et ne vous fiez pas juste à ISO auto sur l'écran. Vous pouvez avoir une image bien exposée mais à 12800 ISO sans le savoir et là on risque d'introduire du bruit inutilement. Et d'ailleurs, si le bruit numérique vous pose problème, j'ai une vidéo complète là-dessus, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a vu comment bien exposer vos images, on va s'attaquer à un autre point clé pour réussir vos photos animalières, c'est la mise au point, parce qu'avoir une belle lumière c'est bien, mais si la photo est floue, ça va pas sauver votre image. Sur la plupart des boîtiers, vous pouvez choisir entre différentes zones de mise au point, zone large, zone centrale, point flexible, zone étendue, etc. Le choix va en fait dépendre de ce que vous photographiez. Si vous suivez un oiseau en plein vol ou un sujet qui bouge beaucoup, je vous conseille d'utiliser une grande zone avec suivi ou tracking. Ça permet à l'appareil de détecter le sujet automatiquement dans une large partie de l'image et de le suivre sans trop galérer. En revanche, si le sujet est plus statique ou si vous avez besoin de précision, une zone plus petite va être plus adaptée. Là, vous placez manuellement le collimateur sur l'œil ou la tête du sujet et c'est vous qui contrôlez le tout. Et petit rappel important, je vous conseille de rester constamment en AFC, autofocus continu, ou AF Servo chez Canon. Ça permet à la mise au point de rester active tant que vous maintenez votre bouton d'autofocus. Résultat, vous suivez un sujet en mouvement sans avoir à refaire la mise au point à chaque instant. Et si vous aimez garder un peu de contrôle, il y a un mode vraiment intéressant sur certains boîtiers, c'est le DMF ou l'autofocus manuel assisté. En gros, vous faites la mise au point normalement, mais vous pouvez ensuite l'affiner manuellement avec la bague de l'objectif, même après une mise au point automatique. Et c'est super pratique quand l'appareil a un peu de mal à faire le point exactement là où vous voulez, surtout dans des conditions où votre sujet peut se retrouver caché par des feuilles, des branches ou de l'herbe par exemple. N'hésitez pas à tester plusieurs combinaisons et surtout à personnaliser vos boutons pour pouvoir changer rapidement de zone autofocus ou activer le suivi avec un raccourci, mais ça on va en parler juste après. Ensuite, il y a une petite astuce que j'utilise assez souvent sur le terrain, surtout quand mon sujet est un peu loin ou assez petit dans le cadre, c'est le crop APS-C. Sur les boîtiers plein format, ce mode il va permettre tout simplement de zoomer directement dans le capteur sans changer d'objectif et ça peut faire clairement la différence. Par exemple, avec un 600 mm, si vous activez le crop APS-C, vous obtiendrez un cadrage équivalent à 900 mm. C'est super pratique pour gagner un peu de portée, mais pas seulement. Ce crop a aussi un autre avantage, c'est qu'il va réduire la surface d'analyse du boîtier pour la mise au point, ce qui peut améliorer la détection du sujet, notamment en suivi automatique. Effectivement, moins de surface à gérer, donc moins de risques que l'appareil focus sur un élément en arrière-plan, comme des herbes ou des branches. Par contre, comme ça croppe dans l'image, vous allez forcément perdre un peu en résolution, donc personnellement je l'active que quand j'en ai vraiment besoin, mais je reste pas avec un crop en permanence, je préfère avoir toute la latitude disponible sur ma photo lors du développement en post-prod. Et évidemment, j'ai assigné le crop APS-C à un bouton personnalisé sur mon boîtier pour pouvoir l'activer ou le désactiver en une fraction de seconde sans avoir à me plonger dans les menus. Et franchement, quand vous êtes sur le terrain et que le sujet ne se montre que pendant un court instant, avoir ce raccourci sous le doigt, ça change tout. Et en parlant de raccourci, personnaliser son boîtier, c'est probablement l'un des meilleurs moyens d'être plus réactif sur le terrain. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que le simple fait de pouvoir accéder à vos réglages préférés en un clic, ça change complètement votre façon de photographier. Quand un animal apparaît, chaque seconde compte, et clairement, vous pouvez pas vous permettre de fouiller dans les menus pendant que votre sujet est en train de s'envoler. Sur la plupart des boîtiers, vous avez plusieurs boutons personnalisables et je vous encourage vraiment à les configurer en fonction de votre manière de photographier. Par exemple, j'ai un bouton pour cycler rapidement entre les différents modes de détection, mammifères, oiseaux ou personnes, un autre pour changer la zone de mise au point, un autre bouton pour activer la mise au point manuelle et un autre pour changer la rafale, etc.
Ça me permet de tout ajuster en quelques secondes sans même décoller l'œil du viseur. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que vous puissiez modifier tous les paramètres importants de votre boîtier les yeux fermés. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire en sorte que tous vos boutons deviennent intuitifs et naturels pour vous. Et au fur et à mesure de vos sorties, vous allez développer votre mémoire musculaire. Et croyez-moi, ça viendra tout seul. Mais surtout, adaptez vos raccourcis à votre propre pratique. Si vous shootez par exemple principalement des oiseaux en plein vol, privilégiez des réglages liés au suivi, à la rafale ou à la vitesse. Mais si vous êtes plutôt à l'affût, misez sur des fonctions comme le mode silencieux ou le contrôle manuel. Personnellement, vu que je fais un peu de tout, j'ai personnalisé mon boîtier pour qu'il soit le plus polyvalent possible, avec un accès immédiat à tous les réglages les plus importants pour ma pratique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre en détail comment j'ai configuré mon boîtier Sony pour la photo animalière. Je pourrais faire une vidéo dédiée où je vous montre mes raccourcis, mes réglages et aussi les raisons derrière chacun de mes choix. Et tant qu'on parle de raccourcis et de personnalisation, un petit rappel rapide sur le back button focus. J'en ai effectivement déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'insiste vraiment, c'est très important, surtout en photo animalière. L'idée, c'est de séparer la mise au point du déclenchement en assignant la mise au point à un bouton à l'arrière du boîtier, souvent le bouton AF On. À ce moment-là, votre mise au point ne se fera plus en appuyant à mi-course sur le déclencheur, mais plutôt en appuyant sur ce bouton à la place. Et l'avantage, c'est que vous gardez un contrôle total sur la mise au point sans que l'appareil refasse le point à chaque appui sur le déclencheur. Et surtout, en maintenant ce bouton enfoncé, l'autofocus continu reste actif, ce qui vous permet de suivre un sujet en mouvement tout en déclenchant. Personnellement, je l'utilise tout le temps et ça depuis des années. Et je vous assure qu'une fois qu'on y est habitué, c'est impossible de revenir en arrière. Et pour finir, un petit conseil pour ceux qui hésitent à shooter en RAW ou qui n'y voient pas forcément d'intérêt, eh bien je vous conseille tout simplement de shooter en RAW plus JPEG. Alors pourquoi les deux ? Eh bien premièrement, le JPEG c'est pratique pour avoir une version directement exploitable, légère, prête à partager. Et le RAW lui, eh bien c'est un peu votre négatif numérique. Il contient beaucoup plus d'informations et surtout, il vous permet de rattraper une exposition, d'ajuster la balance des blancs, récupérer des hautes lumières, des ombres, bref, de vraiment travailler votre photo en post-prod. Et donc en shootant en RAW plus JPEG, vous aurez alors le meilleur des deux mondes. D'un côté, une image prête à l'emploi pour un aperçu rapide, et de l'autre, le fichier brut pour faire ressortir toute la beauté de votre image si vous prenez le temps de la développer. Et vous en faites pas, développer une photo RAW, c'est pas si compliqué que ça. Je vous invite vraiment à vous lancer, c'est tellement satisfaisant de voir votre photo prendre vie sous vos yeux. Et pour ça, je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle je vous montre pas à pas comment utiliser les outils principaux de Lightroom pour révéler justement le plein potentiel de vos images. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite encore une fois à vous abonner pour ne rien rater de ce qui arrive, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.